Quand la Chine construit des hôpitaux et des routes en Afrique, qui tient vraiment le volant? Au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest longtemps marginalisé par les projecteurs internationaux, un phénomène inattendu prend forme. La Chine y multiplie les investissements, routes flambant neuves, centrales solaires innovantes, hôpitaux régionaux. Mais contrairement à la tendance observée ailleurs, ici, ce n'est pas Pékin qui dicte les règles du jeu. Depuis que la Chine est devenue le premier partenaire commercial du pays, le contraste avec la discrétion croissante des puissances occidentales saute aux yeux. Tandis que l'influence de la France ou des États-Unis s'efface, les chantiers chinois transforment le quotidien, de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Pourtant, la véritable histoire se joue dans l'ombre des inaugurations. C'est le Burkina Faso lui-même qui fixe ses conditions et impose sa vision du développement. Ce modèle burkinabé intrigue et questionne. Plutôt que de céder à la dépendance, le pays négocie durement, adapte les règles et veille à sa souveraineté sur ses ressources naturelles comme sur ses politiques publiques. Cette montée en puissance, discrète mais déterminée, offre un contre-exemple au schéma classique d'influence et de domination étrangère en Afrique. Si ce pari échoue, le risque est immense, retomber dans la dépendance ou devenir un simple pion sur l'échiquier géopolitique mondial. Mais s'il réussit, le Burkina Faso pourrait bien inspirer toute une région à reprendre le contrôle de son avenir, sans compromis sur sa dignité. Comment le Burkina Faso a-t-il posé ses propres conditions face à la Chine, là où tant d'autres ont cédé du terrain? Regardons de plus près les choix stratégiques qui ont tout changé. Le retrait de Paris, Washington et Bruxelles laisse un vide que Pékin s'empresse de remplir. En Afrique de l'Ouest, la baisse de l'influence des puissances historiques se fait sentir partout. Bases militaires fermées, diplomates rappelés, investissements au ralenti. Mais là où d'autres reculent, la Chine avance à grands pas, armée de projets concrets et d'une stratégie claire. Routes flambant neuves, centrales solaires et hôpitaux modernes poussent du sol, tout droit sortis des plans des ingénieurs chinois. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité palpable qui transforme le quotidien dans les villes et les campagnes du Sahel. La route Ouagabobo, longue de plus de 300 km, relie désormais les pôles économiques du pays. L'énergie solaire alimente les quartiers autrefois plongés dans l'obscurité. Et dans l'Ouest, un hôpital ultramoderne change la vie de dizaines de milliers de familles. Cette offensive n'est pas venue de nulle part. En mai 2018, le Burkina Faso a pris une décision historique, rompre avec Taïwan et renouer officiellement avec Pékin. Ce choix a marqué un tournant, ouvrant la voie à un flot d'investissements et à une place de choix dans la nouvelle route de la soie. Résultat, en moins de 5 ans, la Chine est redevenue le premier partenaire commercial du Burkina Faso, et son influence se lit dans chaque chantier, chaque kilomètre de bitume, chaque mégawatt injecté sur le réseau. Mais ce grand bouleversement n'est pas sans risque. Sans stratégie, le pays pourrait bien remplacer une dépendance par une autre, troquant la tutelle occidentale contre l'étreinte chinoise. Car derrière les contrats et les photos officielles, la question demeure: qui tire vraiment les ficelles et au profit de qui? Pourtant, au Burkina Faso, l'histoire ne se répète pas tout à fait. Car ici, l'État n'a pas simplement ouvert la porte aux capitaux étrangers. Il a redéfini les règles du jeu pour défendre son autonomie. Découvrons comment cette nouvelle diplomatie place le pays au centre de la partie, et non plus dans l'ombre. Le partenariat avec la Chine, deal du siècle ou nouvelle colonisation masquée? Voilà la question qui agite tout le pays, et bien au-delà de ses frontières. Sous l'impulsion de Traoré, le Burkina Faso n'a pas simplement accueilli les investisseurs chinois. Il a imposé une approche pragmatique et volontariste. Coopération, oui, mais jamais soumission. Cette nouvelle doctrine refuse la dépendance qui a trop souvent freiné l'Afrique. Ici, chaque accord doit renforcer la souveraineté nationale et servir l'intérêt du peuple burkinabé. En 2024, la révision du code minier a marqué un tournant décisif. Désormais, l'État burkinabé détient au minimum 15% des parts dans chaque exploitation minière, contre 10% auparavant. Mieux encore, il peut acquérir jusqu'à 45% des projets stratégiques. Ce n'est plus un jeu à somme nulle.
le pays récupère une part bien plus grande de la richesse tirée de son sol, notamment l'or et le lithium. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. Le gouvernement a temporairement suspendu l'exportation artisanale d'or, une mesure forte pour reprendre la main sur des flux de ressources longtemps captés par des circuits opaques. Derrière cette décision, un objectif clair: garantir que chaque gramme d'or profite d'abord au Burkina Faso, pas à des réseaux informels ni à des intérêts étrangers. Face à ces nouvelles règles, les entreprises chinoises n'ont eu d'autre choix que de s'adapter. Fini les pratiques imposées sans concertation. Pour continuer à investir, elles doivent désormais se plier à des exigences plus strictes en matière de transparence, de responsabilité sociale et de respect de la législation locale. Cette inversion du rapport de force secoue les habitudes, mais elle inspire aussi le respect. Le risque, bien sûr, est réel. Perdre le contrôle sur ces ressources stratégiques reviendrait à replonger dans la dépendance. Mais si ce pari est tenu, le Burkina Faso gagne bien plus qu'une hausse de revenus. Il gagne l'estime de ses partenaires, une autonomie politique retrouvée et la possibilité de bâtir son propre modèle de développement. Mais ce n'est pas qu'une question de loi, c'est aussi une transformation visible au quotidien. Dans les rues, sur les chantiers et jusque dans les foyers, les effets de cette nouvelle politique se font déjà sentir. Regardons comment ces choix audacieux changent la vie des Burkinabés jour après jour. Sur les routes nouvelles et dans les hôpitaux modernes, l'indépendance se concrétise. À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, les changements sont visibles. L'asphalte relie désormais des villages isolés, l'électricité solaire éclaire les foyers, et des hôpitaux ultramodernes accueillent des patients avec des équipements de dernière génération. Ce ne sont plus seulement des promesses, mais des résultats tangibles qui améliorent le quotidien de millions de Burkinabés. L'un des piliers de cette transformation, c'est l'investissement dans la jeunesse. Grâce à des bourses d'études financées par la Chine, des centaines d'étudiants burkinabés se forment chaque année dans les universités asiatiques, acquérant des compétences en ingénierie, en médecine ou encore en énergie renouvelable. De retour au pays, ils intègrent des emplois qualifiés, participent à la gestion de projets structurants et contribuent à l'émergence d'une nouvelle élite nationale. L'impact dépasse désormais les frontières du Burkina Faso. Au Mali, au Niger, mais aussi au Ghana, les gouvernements observent et s'inspirent. Eux aussi commencent à négocier des contrats plus avantageux, à exiger la formation locale et à défendre un juste partage des richesses. La montée du modèle burkinabé devient un sujet dans les cercles diplomatiques d'Afrique de l'Ouest, résonnant comme la preuve qu'il est possible de coopérer sans se soumettre. Mais le pari reste risqué. Si cette stratégie échoue, la désillusion populaire pourrait raviver les tensions sociales, comme cela s'est vu ailleurs sur le continent. Mais en cas de réussite, le Burkina Faso s'imposera non seulement comme un modèle régional, mais aussi comme le pionnier d'une révolution silencieuse, où le développement se conjugue enfin avec souveraineté. Mais cette transformation ne se limite pas aux infrastructures. C'est toute la diplomatie burkinabé qui s'invente une nouvelle voie, entre fermeté et ouverture. Le vrai pouvoir, c'est de poser ses propres conditions et de transformer chaque partenariat en levier d'autonomie. Ce n'est pas seulement une leçon pour les États, mais pour chacun d'entre nous. Choisir sa voie, imposer ses règles et refuser d'être un simple figurant dans le jeu des grands. La coopération Sud-Sud, comme celle entre le Burkina Faso et la Chine, montre que le réalisme et le respect mutuel peuvent remplacer les rapports de force hérités du passé. Ici, ce n'est pas la dépendance qui domine, mais la capacité à négocier ferme et à défendre chaque parcelle de souveraineté, même face à des géants économiques. Regardons les faits. Le Burkina Faso n'a pas dit oui à tout. Il a réformé son code minier pour garantir au moins 15% des parts de chaque projet, avec la possibilité d'en acquérir jusqu'à 45% dans les filières stratégiques. Cette exigence a obligé même les entreprises chinoises à revoir leurs pratiques et à accepter des règles imposées localement. Voilà une négociation menée sans complexe, au nom de l'intérêt national. Mais il ne s'agit pas de se fermer au monde. La vraie intelligence, c'est de concilier ouverture et maîtrise de son destin. Burkina Faso accueille les investissements, mais filtre, encadre
et s'assure que chaque projet sert d'abord le développement local. Cette approche exige du courage, de la vision, et surtout une volonté de ne jamais brader son avenir. Le risque, c'est de redevenir ce que beaucoup de nations africaines ont longtemps été. Simples fournisseurs de matières premières pour les puissants, sans poids dans la négociation, dépendant des cycles économiques mondiaux. Le choix, aujourd'hui, c'est d'être architecte de son avenir ou de rester otage du système. Le modèle burkinabé rappelle à tous qu'on peut tirer parti du soft power sans se soumettre à l'agenda d'un autre. Il inspire, car il prouve qu'une petite nation, avec une vision claire et des principes solides, peut transformer chaque relation internationale en moteur d'émancipation. Alors, quel message retenir de cette transformation ? Découvrons ensemble comment cette nouvelle posture burkinabé, à la fois audacieuse et pragmatique, redéfinit ce que peut être le pouvoir en Afrique aujourd'hui. La vraie révolution commence quand on ose négocier à égalité. Ce n'est pas seulement une question de grands discours ou de stratégies diplomatiques abstraites. C'est le choix, au quotidien, d'exiger des partenariats qui servent vraiment l'intérêt national et la dignité collective. Le Burkina Faso nous montre que rien n'est joué d'avance. En refusant la soumission, en posant ses propres règles, il a provoqué un réel changement d'équilibre et inscrit sa voix dans la cour des grands. Ce courage discret, cette capacité à dire non, à suspendre l'exportation de l'or artisanal ou à imposer une participation minimale de 15% dans chaque projet minier, c'est cela qui rebat les cartes. Refuser d'apprendre les leçons du passé, c'est risquer d'être piégé à nouveau, de perdre la maîtrise de ses ressources et de son avenir. Laisser filer ces occasions, c'est renoncer à la possibilité de reprendre la main. Mais chaque citoyen, chaque collectif, peut aussi choisir de s'inspirer de l'exemple burkinabé pour repenser ses propres alliances et exiger l'équité. Ce n'est pas réservé aux États. Entreprises, communautés, individus, chacun peut, à son échelle, refuser les partenariats à sens unique. La vraie puissance naît du dialogue d'égal à égal, sans naïveté, sans complexe et sans jamais sacrifier l'essentiel. Interrogez-vous. À qui profitent vos accords, vos compromis, vos contrats ? Le moment est venu de ne plus laisser d'autres écrire l'histoire à votre place. Exigez que chaque engagement, chaque projet, soit une étape vers plus d'autonomie, pas une porte ouverte à la dépendance. Le Burkina Faso n'a pas simplement profité du soft power chinois, il l'a retourné à son avantage. Et si cette méthode, ce réflexe d'exigence et de vigilance, devenait la norme partout ailleurs ?